Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter comment, dans le cadre du projet de réseau écologique en Wallonie, on utilise les données de la flore pour la désignation des zones cœur de ce réseau. C'est une présentation qui va assez bien rebondir sur ce que Marc nous a présenté il y a 2 jours maintenant. Au point de vue de la remise en contexte, une petite définition quand même du réseau écologique. Donc, c'est l'ensemble des écosystèmes connectés, connectés et spatialement cohérents, permettant le mouvement d'organismes et étant en interaction avec la matrice paysagère. Alors l'enjeu de ce projet, c'est qu'en fait, pour la Wallonie, on n'a aucun réseau écologique qui a été mis en place. Les seuls réseaux de nature qu'on peut avoir chez nous, donc c'est le réseau Natura 2000, et il y a également une carte de la structure écologique principale qui a été réalisée, mais il y a quand même déjà relativement longtemps, si je ne me trompe pas, il y a au moins 40 ans. Il était temps d'avoir une vraie structure en Wallonie. Et donc l'enjeu principal de ce projet, c'est l'identification des sites importants pour la conservation, et ça passe par plusieurs étapes et l'utilisation de différentes données. Et donc pour faire tout ça, on utilise la liste et la reprise, donc les données cartographiques de tout style, plutôt abiotiques mais également déjà existantes en termes biologiques. On a les données biologiques d'espèces, donc faune, flore. Dans le cadre du projet, on utilise les deux. Par la suite, donc, une fois qu'on a utilisé ces données, on va réaliser des analyses de connectivité et on va également analyser l'intérêt du réseau écologique en termes de services écosystémiques. Et donc, ce projet a pour objectif de fournir un réseau écologique fonctionnel à l'échelle wallon. Une petite remise en contexte de la Wallonie, donc c'est une petite région, donc on est aux alentours de 17 000 km², mais extrêmement diversifiée. Donc on a 6 régions biogéographiques qui vont d'un gradient d'utilisation du sol qui vont de nord-sud en quelque sorte, donc avec le gradient d'altitude, des grandes cultures par le nord, et plus on va vers le sud, plus on se retrouve dans des zones forestières, avec notamment l'Ardenne, donc la grande zone en vert. Et cette Ardenne est également encadrée par 2 zones de calcaire, donc avec les hotspots de biodiversité. Alors au niveau donc, de l'objectif de ce travail, donc, le réseau écologique en Wallonie, on est parti sur une structure en trame thématique. Donc la trame thématique, c'est l'ensemble des espaces utilisés par les espèces et qui répondent à leurs exigences écologiques. Et donc on a plusieurs trames thématiques au sein du réseau écologique qui vont des milieux humides aux milieux plus secs, et avec aussi un gradient de milieu ouvert, milieu fermé. Alors, toutes les trames qu'on a au sein du projet sont hiérarchiques, c'est-à-dire qu'on part d'une trame qu'on appelle de niveau 1 avec des milieux ouverts humides, et on descend jusqu'à une trame de niveau 3 qui se concentre uniquement sur les prairies humides alluviales. Et donc les espèces associées à ces espèces. Et donc on a des listes d'espèces indicatrices par trame de tous les niveaux. Donc voilà l'idée de la production de biotopes de trappes potentielles. Donc on utilise ce terme avant de les avoir avérés avec des données biologiques ou des données cartographiques d'habitat. Et donc sur base d'un ensemble de données, on obtient ce genre de cartographie qui nous donne déjà une idée des zones pour les différentes trames. Et donc ces cartes se basent sur du contexte écologique, et notamment donc, tout ce qui est par exemple données pédologiques qui sont utilisées pour déterminer ces zones. On utilise également tout ce qui est land cover pour distinguer notamment milieu ouvert, milieu fermé. Alors donc au niveau de l'analyse que je vous présente, donc on travaille en 2 étapes pour désigner nos zones cœur en utilisant les données biologiques. Donc la première est l'utilisation des données biologiques, donc qu'on utilise. Je parlais beaucoup d'avération, bon, c'est un mot qui n'existe pas a priori en français, mais nous on l'a créé sur base du verbe avérer, donc c'est pour valider nos polygones. Donc vous étonnez pas, c'est le terme que je vais beaucoup utiliser. Et donc pour avérer les biotopes, donc on utilise un ensemble d'espèces indicatrices par trame. Donc voilà, pour la flore, on en a 431. Je vais me concentrer aussi uniquement pour cette présentation sur la flore, mais on a l'équivalent à chaque fois pour la faune.
Et donc au niveau des données biologiques de la flore, on utilise environ 2 400 000 données. Mais on identifie donc un gros problème de couverture au niveau de la région wallonne. Marc avait déjà abordé le sujet en remarquant qu'en fait on a 14% des données pour la flore qui se situe dans seulement 1% du territoire, donc les réserves avec un statut légal. Donc c'est ce qu'on voit sur cette carte où on voit que l'effort d'échantillonnage se situe essentiellement dans les zones, les polygones verts, donc, où on voit que c'est là que les naturalistes vont essentiellement parce que c'est un peu plus chouette. Alors la deuxième étape, donc, pour contrer ce problème de biais d'échantillonnage, donc on a réalisé un certain nombre de modélisations. On n'a pas su modéliser les 431 espèces, ça aurait pris beaucoup trop de temps, donc on s'est concentré sur une liste de 44 espèces qu'on a estimées les super indicatrices de trame. Et donc on se concentre sur celles-là. Donc elles nous permettent, évidemment, ce modèle nous permet de compléter l'échantillonnage. Maintenant un peu de technique, donc voilà, on a utilisé les modèles de type GAM, on a fait plusieurs tests, mais c'est sur ceux-là qu'on est revenu. Ils ont l'avantage de bien nous permettre de comprendre la relation des espèces avec leur environnement, et donc on peut obtenir des courbes de réponse des espèces à l'environnement, et donc voilà, c'est plus intéressant. Alors on a mis en place une méthodologie un peu particulière, dans le sens où pour chaque espèce on a un processus itératif de modélisation, donc c'est-à-dire qu'on réalise un premier modèle sur l'ensemble des données. Et puis on utilise ce premier modèle pour identifier des potentielles erreurs de localisation de données. Donc c'est quand même relativement fréquent, c'est ce que montre la carte, la capture d'écran juste en dessous d'une donnée biologique pour cette espèce des tourbières hautes, donc en milieu ouvert. Et là on voit que le point rouge se situe en plein milieu d'une paissière. Donc voilà, c'est une erreur sans doute de localisation ou une donnée trop ancienne. Et donc sur base de ces analyses, on produit un deuxième modèle où on a supprimé l'ensemble de ces données pour avoir un modèle encore un petit peu plus robuste dans le cas où c'est réalisable en tout cas. Et alors un autre point également important donc, pour chaque espèce, c'est qu'on utilise 3 jeux différents de données environnementales qui nous permettent en fait de sélectionner la meilleure modélisation, la meilleure méthode de modélisation pour chacune des espèces. Alors maintenant, au niveau de la détermination des zones cœur du réseau écologique, donc on a une procédure voilà, qui se fait en plusieurs étapes. Et donc la première étape, c'est l'identification des biotopes potentiels de trame. Donc c'est la carte que je vous avais présentée juste 3 slides avant. Qui nous donne seulement le potentiel, donc on n'a aucune donnée qui nous confirme ça en termes biologiques. Donc c'est pour ça on passe à une deuxième étape qui nous permet d'avérer les biotopes et donc de donner un poids un peu plus fort à certains polygones sur base de données. Donc là on utilise 3 types de données. On a la cartographie ENIS des habitats, là, qui nous permettent donc de produire des biotopes avérés, parce que voilà, ça correspond à la trame, c'est le bon habitat, donc c'est OK. Les deuxièmes données sont les données biologiques, donc faune et flore, qui se basent donc sur les listes d'espèces indicatrices et qui nous permettent donc également d'avérer les biotopes. Et alors là, on passe à un deuxième niveau d'avération, donc sur base des modèles. Là, on ne va pas avérer directement un polygone parce que voilà, un modèle, c'est une prédiction, donc on parle plutôt de biotopes présumés et pas de biotopes avérés dans ce cas-ci, qui donnent un poids un peu moins fort que les données réelles, donc les données habitat ou les données biologiques. Et finalement, donc, la troisième étape dans la désignation des zones cœur, que je n'aborderai pas ici, c'est une identification de l'importance de ces zones sur base d'analyse de connectivité, donc qui nous permettent d'identifier les zones où il y a le plus gros risque de mettre en danger le réseau écologique si on supprimait cette zone. Au niveau des résultats, donc, là je vais vous me concentrer pendant 2 slides sur les modèles. Donc, on produit donc un certain nombre de modèles sur les différentes espèces. Donc il y a évidemment une vérification de la qualité des modèles qui se base sur deux approches différentes. Donc on a l'approche classique avec les indices de qualité de modèles utilisés traditionnellement dans toutes les études. Et puis on utilise une deuxième approche qui est plutôt visuelle et cartographique, mais avec une approche un peu de niche écologique. Et donc, on vérifie que la prédiction des modèles correspond
aux exigences écologiques des espèces sur base des données biologiques. Donc on regarde si notre modèle prédit bien des espèces de tourbières en tourbière et pas en pelouse calcaire, par exemple, qui serait embêtant dans le cadre de nos analyses. Et finalement, donc, sur ces modèles, on applique un filtre sur l'occupation du sol. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer ici avec les 3 images. Donc, on voit les 2 premières. Donc, à gauche, une capture, enfin, une orthophoto de la zone où l'espèce est présente. Donc, c'est une espèce de tourbière. À droite, on voit le résultat du modèle, donc, qui nous prédit les zones potentielles pour cette espèce. Et puis, finalement, donc, on applique ce fameux filtre d'occupation du sol qui nous permet de retirer toutes les zones enfin, qui ne répondent pas aux exigences écologiques. Et dans ce cas-ci, notamment, énormément de paissières qui ont été mises sur tourbe. Et donc voilà, pour nos analyses, on a besoin de retirer ces éléments-là. Et donc, une fois qu'on a ça, donc là, on rentre dans le processus d'avération des biotopes. Et donc, la première étape, c'est l'identification des biotopes potentiels. Donc ça, c'est la carte de base sur laquelle on produit donc, les différentes trames. Donc là, on est vraiment au niveau potentiel. Donc, on va voir dans l'exemple. Puis on applique la deuxième étape qui est l'avération des biotopes sur base des habitats. Donc ça nous permet, dans ce cas-ci, c'est un site Natura 2000. Donc on voit que cette cartographie nous permet d'avérer énormément de polygones. Puis on ajoute le deuxième filtre qui se base sur les données biologiques. Donc c'est tous les petits points bleus donc, pour les espèces indicatrices. Des différentes trappes, et donc on voit que ça nous permet de récupérer notamment en plein centre des polygones qui n'avaient pas encore été avérés par les habitats, mais où on retrouve donc des espèces indicatrices au sein de ceux-ci. Et finalement, la dernière étape, donc là où on passe plus au niveau d'une présumation de biotopes présumés, donc là on ne parlera pas d'avération, et donc c'est un niveau inférieur d'identification des zones cœur. Et donc là, on voit quelques petits polygones bleus qui nous permettent de compléter la trame dans ce cas-ci. Et donc l'intérêt de cette approche, ça nous permet donc d'aller... L'utilisation des modèles nous permet de confirmer l'identification par le biotope potentiel, mais on n'a pas d'infos sur les données biologiques au sein de ces polygones. C'est ce genre d'endroit où il serait intéressant d'aller voir sur le terrain si ça correspond bien à la trame étudiée. Et donc pour conclure cette présentation, donc voilà, la détermination des zones cœur se base donc sur 2 approches, donc les données biologiques et les modélisations, donc avec 2 niveaux du coup au niveau de la vérification des polygones, donc qui vont être utilisés de 2 manières différentes. Voilà, les modèles nous permettent vraiment de compléter l'échantillonnage sur la Wallonie, donc, qui est fort biaisé par les zones les plus intéressantes. Et finalement, un dernier point que je n'ai pas abordé dans la présentation, donc c'est l'utilisation des modèles d'une manière différente. Donc c'est l'identification potentielle des zones de restauration. Et donc c'est notamment lorsqu'on applique le filtre d'occupation du sol qui nous retire toute l'épaisseur. En fait, cette donnée est gardée pour identifier ces zones où potentiellement si on réouvre ou si on restaure en retirant par exemple tous les épicéas, on pourrait retrouver des habitats favorables pour l'espèce et donc augmenter la qualité du réseau écologique pour les différentes trames. Voilà, merci pour votre attention.